My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Salut Natacha. Bonjour Honorine, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? C'est une belle journée, il fait un temps dégueulasse dehors, il pleut. Oui, c'est Donc c'est l'horreur. un temps parfait pour pouvoir parler d'une chanson que tu connais parfaitement. C'est All Too Well. C'est parti. Alors, All Too Well, c'est la chanson préférée d'Honorine, puisque Ah, vous l'avez bonjour. découvert dans notre top 5. C'est une chanson qui fait 10 minutes et 13 secondes. Et oui, ça ne s'invente pas. Donc, si vous n'avez pas écouté notre histoire sur les 13, allez-y, parce que celui-là, on l'avait peut-être pas nommé et il est dedans maintenant. Exactement. En plus, c'était notre premier épisode, donc si vous l'avez pas encore écouté, qu'est-ce que vous faites? Voilà. C'est une piste 5, donc pareil, si vous ne savez pas pourquoi les pistes 5 sont importantes, confère. Confère l'épisode dédié. Voilà. C'est une chanson, donc dans l'épisode sur la piste 5, on en parlait un petit peu, mais je vais quand même le redire maintenant. C'est une chanson écrite par Taylor et Liz Rose. Liz Rose, c'est quelqu'un avec qui elle a une collaboration de longue date, surtout dans le début de sa carrière. Et c'est l'histoire autobiographique de l'histoire d'amour et surtout la rupture de Taylor avec Jake Gyllenhaal dans leur brève relation qui a eu lieu en 2010. et il avait 29 ans et elle en avait 20. parfait, tout va bien. Donc on devrait montrer un énorme drapeau rouge en mode On ne dira rien. Et surtout, je pense qu'on va quand même principalement aborder cette chanson et les paroles de cette chanson sous l'angle de la narration et de cette chanson qui raconte une histoire d'amour, en essayant de faire le moins possible le lien avec l'histoire de Taylor Swift, parce que c'est un peu dans notre ADN de ce podcast. On n'a pas spécialement envie de décortiquer de manière détaillée et malsaine la vie privée de Taylor Swift. C'est pas ça qui nous intéresse. Surtout pour cette chanson, ce qui nous intéresse, c'est les paroles, tout ce qui va tourner autour de la chanson. Évidemment, savoir que ça parle de Jake Gyllenhaal, ça donne une clé de lecture, mais je pense que c'est pas le plus important. J'aurais juste une remarque à faire, je la ferai en temps et en heure. Mais promis, je le ferai rapide. À l'origine, c'est une chanson qui faisait 5 minutes, mais que Taylor avait raccourci pour les fans, pour la faire rentrer sur son album. Et les fans ont eu vent de cette chanson qui faisait plus de 10 minutes. Ils ont continué à lui reposer la question, où est la chanson de 10 minutes, où est la chanson de 10 minutes. Et cette chanson de 10 minutes est sortie en octobre 2021 dans la Taylor's version de Red. Exactement. Alors moi, j'ai découvert cette chanson que en 10 minutes. Donc ouais, je suis tombée direct dans le truc. J'ai pas vécu la découverte comme toi. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé pour toi? Bah, déjà à l'époque, quand Red est sorti, donc la première version de Red en 2012, c'était déjà une chanson que les fans adoraient, qui était pourtant pas un single, qui était une chanson de rupture, qui était loin d'être drôle, mais il y avait quelque chose déjà de très bizarre, de très mystique, cette chanson. Il y avait un vrai lien avec les fans. On savait que c'était très difficile pour Taylor Swift de la chanter en live, et plus ça allait, plus finalement c'est devenu un moment joyeux quand elle la chantait, parce que elle voyait que les fans adoraient cette chanson. Elle trouvait ça hyper cathartique de voir les fans hurler les paroles, et vraiment moi quand j'ai vu la version de 10 minutes plus tard, c'était un peu comme si la version de 5 minutes elle avait des trous, tu vois. Est-ce moi, que la pour toi version... c'est une autre chanson ou c'est la même chanson en allongé? Alors, les deux. Je fais une réponse de Normande. En fait, pour moi, la version de 5 minutes, c'était une histoire qui était chouette, mais où il y avait des trous, il y avait des choses qui collaient pas, il manquait des éléments de contexte, voilà. La version de 10 minutes vient apporter des éclairages et vient apporter des détails qui font que tu te dis, ah ok, d'accord, c'est bon, tous les morceaux se recollent, on comprend la version de 5 minutes. Mais, à côté de ça, c'est vraiment deux expériences différentes, parce que c'est devenu totalement autre chose. Avec la version de 10 minutes, c'est devenu un truc presque de catharsis et de communion avec les fans, et tu vois, c'est devenu une expérience différente en fait. Là où la chanson de 5 minutes, dans son contexte en 2012, c'était quelque chose de très sombre et de très difficile pour elle de la chanter, la version de 10 minutes, c'est devenu un moment qu'elle adore. Nous aussi. Et nous aussi. Moi, je trouve que cette chanson, c'est la quintessence de l'écriture de Taylor Swift. Complètement. Ça t'emmène dans une histoire dès les premiers mots. Elle te brosse un portrait d'un endroit, d'un moment, de sentiments et d'une relation qui se passe. Et vraiment, dans l'écriture de cette chanson, on retrouve les grands basiques de son écriture. Et surtout, c'est peut-être celle qu'elle est... Comme tu l'avais dit dans le top 5, si vous voulez découvrir Taylor Swift, allez sur All Too Well. Même si au début, ça fait un peu peur en se disant, oh là, 10 minutes. En fait, on voit pas les 10 minutes passer, hein, concrètement. Non, pour moi, c'est vraiment un peu une mosaïque de souvenirs d'une relation, et elle chante dans le présent à propos du passé, donc c'est vraiment, je prends du recul sur cette histoire et sur cette rupture, qui du coup fait vraiment écho au clip, notamment au court-métrage qu'elle a fait, mais on y reviendra plus tard, et en fait où elle nous parle d'une rupture dont elle ne se souvient que trop bien, ce qui est finalement
traduction de All Too Well, c'est vraiment, je m'en rappelle trop bien dans le sens où presque j'aimerais bien ne pas m'en souvenir aussi bien. Parce que c'est presque à vif comme souvenir. Exactement. Alors moi, j'ai noté les phrases qui font le plus et j'ai essayé de dessiner un cœur brisé, un gros raté. Je vais m'arrêter sur ces phrases-là. Ok. Et la première chose que j'ai notée, c'est vraiment tous ces petits détails qui font qu'on s'imagine très très bien la scène qui se déroule sous nos yeux. C'est très très visuel, la manière dont elle a de nous décrire tout ça. Et ce qui est très émouvant aussi, c'est que c'est une chanson pour laquelle on peut très bien s'identifier au moment du côté amouraché, je n'ai Dieu que pour toi, pour lui. Enfin voilà, tout ça, c'est très très visuel et on ferme les yeux, on n'a même pas besoin d'un clip. Au final, tout se fait tout seul. Ouais, c'est un peu, comme tu disais, ce qui fait aussi l'essence de l'écriture de Taylor Swift, c'est vraiment ce côté hyper histoire et où en fait chaque paragraphe, chaque couplet, c'est une scène de l'histoire qui se joue et où il y a assez de petits détails qui paraissent random, mais qui finalement font que c'est ça qui nous donne l'impression d'y être. Et comme elle, en fait, où elle dit, bah, j'y étais, je l'ai vécu ce truc-là, et en fait, ça nous donne à nous aussi l'impression d'y être. On a une histoire au tout début de la chanson qui commence à l'automne. On a cette référence à cette fameuse écharpe oubliée sur la rampe d'escalier. On y reviendra à cette écharpe, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, on a une idylle qui commence entre deux personnages. On voit des références au fait que, tu vois, elle parle du fait d'avoir des grands yeux, ce qui est le fameux wide-eyed gaze, dont elle parle dans d'autres de ses chansons et qui font pour moi référence au fait qu'elle est très jeune à ce moment-là. Parce que, tu sais, elle a des grands yeux d'enfant un peu émerveillés et donc pour moi, c'est un peu une référence à ça. C'est un peu aussi parce que c'est les premiers amours, donc forcément. Ouais, exactement. Ce côté un peu encore. Tout est nouveau, tout est beau. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la phrase Autumn leaves falling down like pieces in a place, où on a vraiment cette image que tout est à sa place et que les choses sont à leur bonne place. Du point de vue, en tout cas, de la narratrice, elle a l'impression que tout va très très bien et que malgré ces feuilles qui tombent des arbres, les choses sont parfaites. Oui, d'ailleurs, bah, tu vois, ces feuilles qui falling into place, ça peut être aussi référence à falling in love, tomber amoureux. Et pour autant, ça a aussi le double sens d'être un peu annonciateur de la relation qui est vouée à l'échec. Tu vois, l'automne, dans toute la littérature, tout le temps, dans tous les contextes, c'est ce qui précède l'hiver et donc ce qui précède la mort. Effectivement. Et puis, tu vois, on a des métaphores, voilà, qui te disent que il faisait froid, les feuilles qui tombent, c'est quand même quelque chose qui est généralement négatif. Où elle le tourne de manière positive parce qu'elle est au début d'une relation où tout est beau, tout est rose, et donc elle voit ça comme des super choses, mais en fait, c'est plutôt prémonitoire de l'avenir de la relation. Après, ça reste aussi des marqueurs de temps, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'en souvient très bien parce que justement, elle voyait les feuilles tomber, etc. C'est à l'inverse, quand tu vis des choses au printemps, tu vois les fleurs éclore, etc. Donc bon. Oui, ça nous donne aussi la temporalité de la relation, tout à fait. Donc voilà, on a ce premier couplet où tout est beau, tout est rose, elle est jeune, elle est amoureuse, ils chantent dans la voiture, les feuilles d'automne tombent, c'est idyllique. Et ensuite, on a cette petite phrase de bah, je peux encore m'en souvenir après tout ce temps, quoi. Où en fait, là, boum, on est dans le présent, on n'est plus dans le passé, et on a cette prise de recul de la narratrice. Et ensuite, où elle dit effectivement cette fameuse phrase I might be okay, but I'm not fine at all, qui est déchirant pour moi, et un peu qui peut se traduire par peut-être que ça va, mais je vais en fait pas bien du tout. Enfin, on a un peu une perte dans la traduction. Oui, ça va, mais en fait, c'est je genre vais pas bien. oui, ça va, mais en fait non, ça va pas, quoi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le fine qu'on va retrouver après. Ce fine, il est glissé là comme ça, et en fait, on va le retrouver dans une parole un peu plus tard. Et celui-là, c'est marrant parce qu'on le voit pas trop, et en fait, il arrive après. J'aime beaucoup ce moment qu'elle décrit au début de la relation. On rentre un petit peu dans l'univers de l'autre personne, dans son passé, dans sa famille. Il nous montre des photos de famille, etc. Tu sais, ça crée tout ce petit espoir que cette relation que tu es en train de vivre, ça va être quelque chose d'un peu plus, tu vois. Oui, ça va être quelque chose de durable parce que si tu t'intéresses au passé de quelqu'un, c'est que tu as l'intention de continuer ta route avec cette personne. Et surtout, on se rend compte que c'est un peu la première relation adulte qu'elle a. Si on se place par rapport aux albums précédents, avec Fearless, avec Speak Now, où c'était des relations peut-être moins importantes pour elle, en tout cas, celle-ci, tu sens que vraiment, ça marque un tournant dans sa vie, quoi. Et c'est marrant parce que sur le côté, tu vois, dans la marge, j'ai noté, ça fait un peu, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ouais, Tu c'est un peu ça. Ce côté un peu conte de fées qu'on retrouvait un peu dans les albums précédents. Voilà. J'ai l'impression que le début de la chanson, il nous déroule ça jusqu'à un tournant. Moi, il y a cette phrase que j'ai du mal à me débarrasser avec, c'est Fuck the patriarchy, keychain on the ground. Donc, il lui lance les clés en lui disant, ouais,
et c'est terminé le patriarcat, tu peux conduire. Où il se fait passer un peu pour un féministe en lui disant oui, bien sûr, les femmes peuvent conduire. Mais les clés, au lieu d'arriver dans sa main, elles arrivent sur le sol. Et moi, je traduis ça comme un peu un acte manqué de sa part. Genre, si tu avais vraiment voulu que les clés lui arrivent dans les mains, tu les aurais peut-être un peu mieux lancées. Donc, est-ce que c'était pas un premier indice de sa part pour lui dire que finalement, c'était pas terrible, ça commençait pas bien? Ouais, en fait, moi, cette phrase, je pense qu'elle a un double sens. Il y a eu beaucoup de débats dans le milieu Swiftie pour savoir si c'était est-ce que tu me balances les clés dont le porte-clés dit fuck the patriarchy et il tombe sur le sol, ou bien est-ce que c'est effectivement, comme tu dis, ce mec qui fait croire à un rejet du patriarcat en donnant les clés à une femme et en lui disant c'est bon, c'est toi qui est au volant de la relation et de la voiture. Il y a des guillemets dans les paroles, donc ça me gêne de penser que ça peut être juste un porte-clés, tu vois. En fait, ça dépend des paroles et du coup, ça laisse planer ce doute et ce double sens qui pour moi est intentionnel parce que d'ailleurs, dans le court-métrage, cette scène, elle est très bien représentée. Il lui jette les clés et elle tombe par terre et ce qui est pour moi aussi le symbole de ils sont pas synchro. Ah ouais, ils sont pas synchro. Ils veulent pas la même chose, quoi. Et cette phrase qui suit où elle dit We were always skipping town, donc on partait toujours en voyage, on restait jamais chez lui. C'est un peu, je trouve, une réalisation de la part de la narratrice qu'en fait, elle trouvait ça mignon, tous ces petits voyages, etc. Mais qu'en fait, c'était déjà peut-être un maxi red flag en disant, en fait, il veut jamais de moi dans son quotidien, dans sa vie à lui, dans sa ville, et que toutes ces fuites, en fait, c'était justement une illustration qu'il voulait pas s'investir dans cette relation. C'est ça. C'est est-ce qu'il faut le voir comme une escapade romantique ou une façon pour lui d'éloigner de la lumière une relation qu'en fait il assume pas. Et d'ailleurs, après, ça fait écho à, il va dire que c'est de l'amour, parce que elle sait que c'est de l'amour, elle est amoureuse de lui, mais lui ne le dira jamais jusqu'à cette première rupture qui arrive dans les paroles, là, à cet endroit, et on va dire peut-être la rupture numéro 1. Rupture numéro 1 qui dure 3 mois et où pendant lesquels elle est dévastée et où lui en fait ne lâche pas le morceau, ne dit pas qu'il l'aime et va finalement finir par lui dire mais est-ce que vrai et du coup là elle se pose la question de est-ce qu'il le pense vraiment ou est-ce qu'il me le dit juste parce qu'il sait que c'est ce que je veux entendre. Et du coup, ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est que ça fait le lien avec d'autres chansons de l'album de Red. Tout à fait. Pour moi, c'est encore peut-être un débat différent, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amour-haine envers l'album Red pour plein de raisons différentes. Mais en fait, pour moi, Red, il y a à la fois le summum du joyeux, le summum du triste, et c'est pour ça que certains le trouvent incohérent, parce que c'est vraiment, à l'image de All Too Well, c'est une mosaïque de sentiments, et donc finalement, ça le rend cohérent, à mon sens. Et justement, moi, je trouve que la première partie de la chanson, on était là, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, et paf, on bascule du côté, je suis maxi vénère, c'est terminé. Et là, je voudrais pas vous faire un cours de psychologie sur les étapes du deuil, mais on va toutes les faire. Donc, on est dans la colère. C'est là qu'elle dit justement cette phrase. Donc, on retourne au présent et elle lui dit I forgot about you long enough to forget why I needed to. Donc là, c'est vraiment un commentaire de maintenant par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que maintenant, cette douleur, ça va beaucoup mieux. Mais on va quand même en reparler puisqu'elle dit Here we are again. Alors oui, et puis surtout pour moi, ce côté, je t'ai oublié depuis suffisamment longtemps pour oublier pourquoi je devais t'oublier, bah c'est finalement je t'ai pas oublié du tout. Et comme tu dis, le Here we are again, ça y est, on y retourne parce que à la fois nouvelle scène, nouveau morceau de relation, parce qu'il y a eu une première rupture, mais en fait on se remet ensemble, parce que je te relaisse une chance, parce que tu m'as dit ce que j'avais envie d'entendre, etc. Et là, on a cette scène où il danse dans la cuisine, qui est encore une fois un souvenir hyper random, ça pourrait être une scène totalement anodine. Voilà, il y a plein de petits moments anodins où on se dit c'est pas les moments fondateurs d'une relation, et en fait si. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que elle est très bien à nouveau représentée dans le court-métrage. Et je sais pas si tu te souviens de cette scène dans le court-métrage, mais en fait, il danse devant le frigo, qui est donc ouvert, puisque il faut la lumière du frigo. Lui est du côté du frigo, et elle est du côté de la fenêtre. Et en fait, la fenêtre, elle est jaune, il y a une lumière jaune qui filtre à travers la fenêtre. Et du coup, ça fait cette lumière un peu joyeuse, chaude, voilà. Et lui, par contre, est du côté du frigo avec une lumière bleue, froide. Du coup, pour moi, est hyper symbolique des deux dynamiques dans la relation. En fait. D'ailleurs, c'est la parfaite transition parce qu'en fait, elle dit juste après When nobody had to know, donc quand personne ne devait savoir à propos de nous. Elle, en tant que personne, elle doit mentir en disant qu'ils ne sont pas ensemble, qu'ils ne sont pas en couple. Sous-entendu, c'est une demande qui vient de sa part à lui, puisque personne ne devait savoir qu'ils étaient ensemble. A priori, elle a envie d'en parler. Ouais, exactement. C'est une relation un peu cachée. Et cette phrase, pour moi, c'est vraiment une des meilleures phrases de la chanson, voire une des meilleures phrases de toute l'écriture de Taylor Swift. You kept me like a secret, but I kept you like an oath. C'est vraiment, toi, tu m'as gardé comme un secret, comme un truc qu'il fallait pas dire, comme quelque chose de caché, de honteux, alors que moi, je t'ai gardé comme un serment, comme un vœu pieux, quelque chose d'hyper sacré, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une vraie contradiction entre les deux choses. Et c'est très intéressant, cette histoire de vœu pieux, parce que justement, c'est illustré après parce qu'elle dit sacred prayer, donc prière sacrée. C'est vraiment, ils voient pas la relation de la même manière. En fait, tous
tous les deux. Et forcément, ça va créer une confrontation dans leur couple. Si il y en a un qui voit les choses vert et l'autre qui voit les choses marron, ça va Et créer ce un que je problème. trouve un peu rigolo aussi, alors ça viendra bien sûr bien plus tard dans la discographie de Taylor Swift, mais j'ai déjà vu quelque chose, en tout cas une théorie sur les réseaux, qui dit que cette phrase "You kept me like a secret, but I kept you like an oath", c'est vraiment en une phrase le résumé de la chanson August. C'est vrai. Ensuite, elle enchaîne avec une liste de questions parce qu'en fait, elle se ressasse toutes ces questions. Et c'est le pont. En fait, elle comprend pas ce qui s'est passé. Elle est en plein choc et elle essaie de comprendre et de tout processer ces informations qui sont arrivées. Ouais, elle essaie de comprendre le pourquoi de la rupture finalement, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Ce que je trouve hyper intéressant dans le tout début de ce pont, c'est qu'elle dit Maybe we got lost in translation. Donc lost in translation, c'est une expression pour dire qu'il y avait une mauvaise communication. C'est une expression pour dire il y a eu de la perte au niveau de la traduction. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment quand on essaie de traduire les paroles, c'est que on perd la richesse de la version originale. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un film, Lost in Translation, et en fait dans lesquels les deux personnages ont 35 ans de différence d'âge. Donc il y a effectivement ce côté référence à la différence d'âge qu'il y avait dans cette relation. Et puis après, on a cette phrase qui pour moi est encore une fois une des meilleures de la chanson. You call me up again just to break me like a promise. Donc en fait, tu me rappelles pour me briser comme une de tes promesses. Encore une fois, pardon, la traduction n'est pas parfaite. Et là, c'est vraiment ce côté, on voit le côté hyper manipulateur de la personne qui la rappelle juste pour se rappeler à elle, pour pas qu'elle l'oublie totalement, pour pas qu'elle arrive à passer à autre chose. Et puis la théorie dit que peut-être il l'appelle pour lui dire qu'il l'a trompée, parce que après on a so casually cruel in the name of being honest, c'est-à-dire je te dis des trucs d'une manière hyper nonchalante mais qui sont en fait très violentes, mais sous couvert d'honnêteté. Tu veux te briser le cœur, mais t'inquiète, je t'aurais tout dit. Ouais, puis c'est en fait oui, je te brise le cœur, mais c'est pour ton bien. Mais je tu suis vois. honnête avec toi quand même. Exactement. Et d'ailleurs, ça, on l'a tout au long de la relation, enfin de la chanson, pardon, cette notion du gaslight. Alors, il n'y a pas vraiment de traduction en français pour le gaslight, si ce n'est une traduction québécoise qui dit, parce que le Québec traduit tout, qui se traduirait du coup par le détournement cognitif. Donc, on va toujours dire gaslight parce que c'est plus facile. Pour ceux qui ne sauraient pas, le gaslight, c'est le fait de manipuler quelqu'un pour le pousser à remettre en question sa propre perception de la réalité. Donc, en fait, c'est vraiment ce côté, tu vois, la scène dans le court-métrage où il s'engueule dans la cuisine et où il lui dit mais non, mais de quoi tu parles? Moi j'ai lâché ta main, mais attends, je me rappelle même pas de ça, mais pourquoi tu m'engueules sur un truc dont je me rappelle même pas? Ça, c'est typiquement le gaslight, et c'est pour ça que tout le long de la chanson elle répète I was there, j'étais là, je me souviens, je l'ai vécu, parce que elle veut contrer ce gaslight du mec qui en fait minimise la situation. Et attends, mais pourquoi tu me fais une scène pour un truc qui était pas si grave? C'était même pas une relation très sérieuse, enfin calme-toi quoi, tu vois. Je t'ai jamais dit que je t'aimais de toute façon. Exactement, ça va, c'était pas sérieux, on s'est même pas dit qu'on s'aimait, arrête quoi. Après, en plus d'ailleurs, elle l'exprime très bien. Elle dit que elle est comme une feuille de papier qui a été froissée là, dans un coin. On a très bien l'image parce qu'en fait, une feuille de papier froissée, peu importe à quel point tu la déplies, et ben elle sera jamais parfaite comme avant en fait. Exactement. C'est exactement ce que j'ai noté. C'est qu'en fait, elle restera pleine de plis et elle sera plus nouvelle. Et donc forcément, on peut pas attendre d'une personne qui n'est plus nouvelle les mêmes choses qu'une nouvelle feuille de papier normale. Elle a ses blessures, elle a ses plis. C'est une sacrée analogie pour dire qu'elle a eu très très mal. Exactement. Et ensuite, on continue dans cette douleur avec ce qu'on pourrait dire comme étant le 4e couplet, mais qui est en même temps un peu une deuxième partie du pont, qui arrive du coup avec la version de 10 minutes qu'on n'avait pas avant, où elle commence en disant They say all's well that ends well. Donc clairement, il y a deux références pour moi ici. Les gens disent tout est bien qui finit bien, genre bon bah c'est bon, tu t'es débarrassé de cette relation. On le retrouve plus tard dans la discographie de Taylor dans Lover, elle redit cette phrase. Mais en fait, le all's well that ends well le plus connu de la littérature, c'est encore une fois, on en a déjà parlé, Monsieur Shakespeare, qui a écrit une pièce qui s'intitulait All's Well That Ends Well, donc tout est bien qui finit bien. Alors j'ai regardé un peu une analyse de cette pièce. Pour moi, il n'y a pas de référence évidente à cette pièce dans la chanson, si ce n'est quand même que toute cette pièce tourne autour d'une histoire entre un homme et une femme où il y en a un des deux qui vraiment essaye de forcer la relation alors que l'autre n'a pas envie. Et donc en ça, on peut y voir une petite analogie, mais j'ai pas envie de tirer le truc par les cheveux trop, donc on pourrait, mais c'est pas notre genre. Voilà. Et ensuite, elle balance la meilleure phrase de la Terre. Tu dis que si on avait été plus proche en âge, donc si on avait eu moins d'écart d'âge, ça aurait été OK. Elle dit It would have been fine. Donc fine, on retrouve le I'm not fine at all. C'est genre une nouvelle info, quoi. Il était pas au courant qu'elle était si jeune et que lui, ils avaient autant d'écart. Ça me rend dingue. Quel culot. Voilà. C'était la parenthèse commentaire. J'avais dit que je la ferais. Je l'ai faite. C'est bon, ça va mieux, Natacha? Ça va mieux. Oui, complètement. Effectivement, cette phrase te donne vraiment envie de lui mettre des baffes à ce mec parce que, en fait, après, elle te dit le fait que tu me dises ça, ça m'a donné envie de crever, en fait, parce que je ne peux rien faire à ça. Je peux rien faire au fait que je suis jeune, tu es plus vieux que moi, et en fait, tu le savais depuis le début. Donc, en quoi est-ce que c'est un argument maintenant, quoi? Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, elle fait toute une analogie sur l'image que lui, il avait d'elle, et où, en fait, elle se rend compte que c'était pas du tout la réalité et qu'il avait envie de la formater quelque part à l'image que lui
lui avait envie, c'est-à-dire quelque part une espèce de trophée avec lequel il pouvait se balader. Pas quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est toujours joyeuse, qui est toujours belle, mais dont la lumière se réfléchit aussi sur lui, parce qu'en fait, finalement, c'est quelqu'un de très égocentré, de très narcissique qui pense en priorité à lui. Et alors Il qu'en a fait, oublié que c'était une personne humaine. exactement, il n'a pas tenu compte de ça. Et où là, dans ce moment-là, elle prend beaucoup de recul. Elle est assez amère en parlant de lui, disant qu'il était finalement assez faux. Et elle continue d'ailleurs, puisqu'elle le décrit comme quelqu'un qui est charmant avec son père et qui boit de manière très décontractée des cafés, comme s'il était en train de faire une promo dans un late night show. Bon bah voilà, enfin concrètement, personne, enfin peut-être autour de Taylor, les gens n'étaient pas forcément dupes à cette histoire et qu'on voyait bien que c'était un acteur et qui en fait il était aussi dans un jeu lui aussi. Enfin, en tout cas c'est ce qu'on ressent là, je trouve. Ouais, c'est ça. Encore une fois, cette idée de, en fait, lui, il a totalement minimisé la chose. Ensuite, à la fin de ce morceau, on a la partie où on est à sa fête d'anniversaire. Elle a 21 ans, donc on sait qu'on est à peu près en décembre, puisque l'anniversaire de Taylor Swift est en décembre. Et en fait, son père la regarde regarder la porte, comme si le fait de regarder la porte allait le faire apparaître de manière un peu magique. Et où en fait, il se dit, bah merde, on a organisé toute une soirée d'anniversaire, mais elle attend que lui, il arrive et il arrive pas. Et c'est clairement une thématique qu'on retrouve ensuite dans The Moment I Knew, qui est aussi dans Red. Une de mes chansons préférées de Red. Voilà. Et où là, cette chanson se consacre entièrement à cette soirée d'anniversaire où il avait promis qu'il viendrait et il vient pas. Alors j'ai l'impression qu'à partir de là, on lâche la colère et qu'on passe à l'autre étape du deuil, qui est un peu accepter la situation et passe à autre chose, quoi. Ouais, et à la fois, il y a beaucoup d'amertume. Normal, t'as vu ce qui vient de se passer. On a dit accepter, on n'a pas dit être. On n'a pas dit être fine, on a dit Ouais. on accepte. Et effectivement, elle essaye, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à ce moment-là de la chanson, elle dit j'aimerais être la moi que j'étais avant, mais je n'arrive pas, je la retrouve pas, mais parce qu'en même temps, tu as été cette feuille de papier froissée, et donc tu ne pourras jamais être à nouveau celle que tu as été avant. Et c'est là qu'il y a toute une théorie autour de cette chanson, de cette histoire, et donc de cette histoire de Taylor Swift. Encore une fois, je préfère vraiment me consacrer à cette chanson comme si c'était une histoire fictive, parce que j'ai pas envie de m'immiscer dans sa vie privée, ça me regarde pas. Mais dans ce couplet-là, on a, tu vois, ce moment où elle dit After pleasure days and nights when you made me your own, les nuits où tu m'as fait tienne. Et surtout, après, on a le retour de l'écharpe. Tu gardes ma vieille écharpe du tout début de la relation parce qu'elle te rappelle l'innocence et elle sent mon odeur. Et en fait, pour moi, cette écharpe dont il est question, c'est une métaphore de l'innocence. Il a gardé son écharpe, il a gardé son innocence. Et donc, effectivement, elle ne pourra plus jamais être celle qu'elle était avant puisque elle a perdu son innocence, elle n'est plus la même. Et donc, elle ne pourra pas retrouver celle qu'elle était avant, ça n'existe plus. Elle a vraiment franchi une étape dans sa vie. Moi, je trouve ça pas surprenant qu'elle ait pas sorti cette version de 10 minutes à l'époque parce que ça correspondait pas à l'image qu'elle donnait d'elle de l'époque. Tout à fait. Elle n'était pas encore capable de se mettre droite comme un i en disant voilà, je suis en colère, je ressens ça, ça, ça. Et du coup, je trouve que ça va. Enfin, c'est normal que maintenant on arrive à avoir le personnage en entier. Et en fait, elle était déjà comme ça. C'est juste qu'elle avait choisi de pas le montrer. C'est pas quelque chose qui est arrivé avec tout ce qui s'est passé avec 1989, Reputation, etc. Elle était déjà comme ça. C'était déjà quelqu'un qui arrivait à ressentir des sentiments très forts. C'est juste qu'elle n'était pas prête de montrer ce côté-là de sa personnalité au public. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles elle a coupé cette chanson qui était initialement très longue. La première, la raison la plus pratique était effectivement qu'une chanson de 10 minutes, c'était trop long, c'était impossible à passer en radio. À l'époque, on lui a dit ça marchera jamais. Mais aussi parce qu'en fait, c'était une chanson qui était peut-être trop vulnérable, qui était peut-être pas faite pour voir la lumière du jour. Comme beaucoup des Vault Tracks qui, à l'époque, étaient pas prêtes, en fait, je pense, pour qu'elle puisse les sortir. Elle assumerait pas encore ce type de chanson à l'époque. Je pense, par exemple, à Slut dans 1989. Je pense qu'elle était pas du tout prête pour sortir ça, tu vois. C'est vrai. Pour moi, il fallait un temps de maturation, hein, de grandir aussi pour ensuite être plus apte d'assumer ses chansons et aussi que le public comprenne mieux en ayant grandi avec elle. Elle arrive sur le dernier couplet que j'adore. Ouais. J'ai jamais été bonne pour raconter des blagues. Bon, ça, déjà, c'est un écho particulier à la chanson Begin Again, où elle dit c'est marrant que tu trouves que je suis drôle parce que il ne m'a jamais trouvé drôle. Donc ça, je trouve ça assez joli. C'est ça, c'est en fait, moi je vieillis, mais toi tu sors toujours avec des filles qui ont l'âge que j'avais au moment où on est sortis ensemble. Et donc on revient à cet argument qui était plus haut de dire si on n'avait pas eu cet écart d'âge, la relation aurait marché. Bah non, puisqu'en fait tu continues à répéter le schéma avec d'autres personnes après moi. Donc là on a beaucoup de recul de prix où en fait elle se rend compte que le problème il vient pas d'elle. On retrouve ce champ lexical de la guerre qu'on a déjà évoqué, j'ai l'impression, à chaque épisode. C'est vrai. Elle parle d'un soldat qui revient presque à la moitié de son poids. Alors, je sais pas si, en disant la moitié de son poids, elle évoque déjà, elle touche du doigt un peu les troubles du comportement alimentaire qu'elle a pu avoir ou si c'est arrivé un petit peu après, mais je pense que ça devait pas être bien loin quand même. Bah peut-être
peut-être effectivement que c'était un peu les prémices de ça, mais où surtout, en fait, tu te rends compte que cette relation l'a drainée, cette relation l'a épuisée, et en fait, du coup, elle est totalement vidée, en fait, à la fin de cette relation. Et effectivement, après, on a ce truc où elle dit « Did the twin flame bruise paint you blue ?» qui est pour moi une métaphore extraordinaire, qui finalement sert juste à dire « Est-ce que toi aussi t'as ressenti la peine que j'ai ressentie ?» Elle dit « Just between us », donc c'est bon, on est que entre nous, arrête de faire semblant, arrête d'être dans le prétendre, dans le paraître, juste, ça me ferait du bien de savoir que toi aussi t'as eu mal, en fait. Et surtout, elle utilise ce verbe « Did the love affair maim you too ?» et le verbe « to maim », c'est vraiment mutiler, c'est vraiment l'idée d'une blessure de très très haut niveau et qui laisse en fait une trace pour toujours, quoi. Une grosse cicatrice qui s'en ira jamais. Moi, j'aime beaucoup qu'elle dise et entre nous, toi aussi, t'as ressenti tout ça, hein. Tu t'en souviens, t'as vécu ça. Ouais, c'est ça. On arrête le gaslight et dis-moi un peu la vérité pour une fois. Parce que c'était rare ce qu'on a vécu. Tu vois. C'est hyper commun de se dire attends, j'ai pas rêvé. Lui aussi, il l'a ressenti. Ouais, et finalement, quelque part, dans ces phrases-là, dans ces questions-là, elle cherche encore un peu son approbation de mais attends, je l'ai pas rêvé. Enfin, toi aussi, t'as vécu ça comme moi. Et voilà. Et je trouve qu'après, la chanson se termine et vraiment, on a l'impression que cette rupture, elle est terminée. Elle laisse ça derrière elle. Parce qu'effectivement, on a cet écho dans le court-métrage où on se rend compte que elle a vieilli et en fait, elle raconte cette histoire au travers d'un livre. C'est aussi pour ça que dans le court-métrage, les scènes sont divisées en chapitres. C'est pour faire un easter egg qui dit qu'en fait, à la fin, elle est devenue autrice et elle raconte cette histoire dans un livre et où en fait, voilà, elle a pris beaucoup de recul. Et ce que j'aime bien aussi dans le court-métrage à ce moment-là, c'est qu'on voit l'endroit où elle vit et elle vit dans un appartement qui est très moderne, qui est très presque un peu froid, qui finalement fait un peu écho à ce que lui, il aimait parce que lui était plutôt comme ça à vivre dans du très moderne, dans du très chic, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que même si elle s'est remise de la relation et même si elle a oublié, elle est passée à autre chose, bah elle a quand même gardé quelque chose de lui. Il a eu une influence en tout cas sur elle. Voilà, je pense qu'on a pas mal décortiqué la chanson. Si vous n'avez pas vu le court-métrage, vraiment foncez le voir parce que il est hyper bien fait, hyper bien réalisé. C'est Taylor Swift qui l'a réalisé. Les acteurs sont extraordinaires. L'engueulade qu'ils ont en plein milieu, elle est horrible tellement elle est réaliste. Moi, c'est vraiment ma chanson préférée. Je trouve qu'elle est hyper riche, qu'elle est hyper dure, mais qu'en même temps, au niveau de l'écriture, elle est splendide. Donc voilà, je suis très contente qu'on ait fait cet épisode aujourd'hui, Natacha. Ouais, moi aussi, je suis contente. J'aime bien cette chanson. C'est pas dans mon top 5, mais je l'aime bien aussi. Pas grave, je te parle. Pour terminer, on avait pensé avec Honorine faire une petite nouveauté sur la fin de l'épisode. On va vous dire en ce moment qu'est-ce qu'on écoute en boucle, que ce soit une chanson de Taylor Swift ou pas du tout. Ça peut être aussi complètement autre chose. Voilà, c'était pour essayer de varier un peu les plaisirs et de vous montrer soit de vous faire écouter d'autres choses, soit pour vous montrer aussi un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on aime, etc. Qu'est-ce que tu écoutes en boucle, toi? On avait envie de commencer cette tradition et en fait c'est rigolo parce que je me rends compte que la chanson que j'écoute en boucle en ce moment, c'est une chanson que tu m'as envoyée et que je connaissais pas. Oh. Et ouais, c'est Please Don't Stop the Rain de James Morrison. Ah, génial! J'adore cette chanson! Je l'écoute tout le temps en ce moment. Enfin voilà, je l'aime beaucoup et je connaissais pas du tout, donc merci Nathalie. Ah ouais, bah avec plaisir. C'est une chanson, James Morrison, je l'adore, je le porte dans mon cœur. Et je trouve qu'elle est indémodable. Je crois qu'elle a au moins plus de 10 ans facile. Et franchement, je trouve elle s'écoute encore aujourd'hui parfaitement. Moi, ce que j'écoute en boucle en ce moment, c'est Feminine Non de Chappell Roan. La bombe. Quand elle dit Dude, can you play a song with a fucking beat? Ah, génial. Ok, bon bah écoutez, voilà, ça vous donne des idées pour votre future playlist. Bonne journée à tout le monde. On était contente de vous voir. C'est encore une très très belle journée pour parler de Taylor Swift. À bientôt! Ciao! Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.